Bonjour tout le monde. Bien, je vous accueille alors, en personne. J'ai un petit problème de caméra et donc vous voyez ma photo. Donc je suis André Thor et donc l'un des responsables du séminaire Conflits et Territoires. Un séminaire qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, mais qui existait en physique et les rencontres avaient lieu à AgroParisTech en 5e arrondissement. Bien, le Covid et les réunions à distance sont passées par là. Donc on reprend les activités du séminaire Conflits et Territoires, mais on le fait à distance, donc avec notre premier séminaire en webinaire. Et ce séminaire est consacré à un invité de marque, qui est Pierre Veltz, sur la thématique de l'aménagement du territoire, un concept obsolète. Donc avant de passer la parole à Pierre Veltz, je vais la passer à Pierre Guimintif, qui est un des directeurs de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay. Et la MSH Paris-Saclay soutient ce séminaire et d'ailleurs s'occupe de la diffusion technique aujourd'hui de cet événement. Donc je voulais ici les remercier de leur soutien qui ne s'est pas démenti depuis plusieurs années. Et Pierre, je te passe la parole tout de suite. Merci beaucoup André. Donc tu m'as présenté, je t'en remercie. Je co-dirige la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay en ce moment avec Maryse Bresson, qui ne pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais je représente la direction. En effet, on tient à, autant que possible, ouvrir les initiatives que la MSH appuie par quelques mots de la direction. En temps normal ou en d'autres temps, on vous accueillerait sur le plateau du Moulon et vous sauriez qui vous accueille. Maintenant, c'est bien nous qui vous accueillons. André l'a dit, c'est Eric Waldener qui est à la manœuvre, qui a monté ce dispositif qui nous permet de nous rencontrer maintenant virtuellement. Mais évidemment, c'est un petit peu plus, la présence de la MSH est un peu plus abstraite et c'est d'autant plus important donc de dire quelques mots. Et aujourd'hui, en fait, il y a deux raisons pour la direction de la MSH de dire quelques mots. Il y a une raison qui est moins habituelle, qui est que, comme certainement beaucoup des 105 participants que je vois en ce moment en ligne savent probablement que André Thor est notre prédécesseur à cette fonction de directeur de la MSH. Et c'est toujours un plaisir de se rencontrer, de se saluer entre collègues qui ont exercé successivement une même charge institutionnelle. C'est beaucoup comme ça que les institutions existent, dans la continuité entre ceux qui en assument la charge, et donc particulièrement heureux d'être accueillis à l'ouverture de ce séminaire par André Thor, qui nous a précédés dans la fonction qu'actuellement nous assumons. Et puis, il y a une raison plus générale qui est que nous aimerions que, autant que possible, les initiatives que la MSH appuie puissent être vécues, puissent se réaliser comme des moments, comme des instants dans un effort polyphonique, pluriel de compréhension de notre temps que la MSH a la charge de promouvoir, et c'est ce que nous faisons en insistant autant que possible sur les liens qui existent entre ces différentes initiatives et quelques thèmes que nous tenons à placer au premier plan de ce que nous appuyons comme Maison des sciences de l'homme. Et parmi ces thèmes, il y a un axe thématique santé, territoire, environnement, le territoire étant placé au milieu de l'énoncé de ce thème. Et donc, le territoire nous tient à cœur, notamment parce que la MSH Paris-Saclay fait partie de ces institutions qui, en se développant, sont en train de générer un territoire d'un type très particulier. On pourrait parler d'un territoire scientifique d'une certaine manière. Et nous avons donc un souci permanent de comprendre ce territoire qui se développe avec ce que nous faisons et de comprendre de quelle manière nous-mêmes nous impliquons dans le développement de ce territoire et, naturellement,
le concept d'aménagement que Pierre Veltz va maintenant aborder en des termes éthiques sera certainement un précieux outil pour alimenter notre réflexion sur ce thème en particulier. Voilà donc tous mes vœux à Pierre Veltz pour la présentation qu'il va faire maintenant et que je me réjouis beaucoup de pouvoir suivre. Merci André pour la parole que tu m'as donnée. Merci beaucoup Pierre. Et donc avant de passer la parole à l'autre Pierre Veltz, je vais brièvement le présenter. J'avais envie de dire qu'on n'a pas besoin de présenter Pierre Veltz, il est extrêmement connu et il suffit de regarder l'audience aujourd'hui à ce séminaire. Mais je vais juste rappeler que Pierre a suivi une formation d'ingénieur à Paris, à l'école polytechnique, à l'école des Ponts, puis qui s'est tourné vers les sciences sociales, avec en particulier un doctorat, une habilitation à diriger des recherches en sociologie. Puis, il a mené des travaux de recherche et d'expertise dans deux champs principaux. D'un côté, la transformation des systèmes productifs et de l'autre côté, toujours disjoint, les questions de réorganisation territoriale à diverses échelles. Il a fondé et dirigé le laboratoire de recherche interdisciplinaire ou laboratoire technique, territoire et société à l'école des Ponts. Il a dirigé l'école des Ponts de 1999 à 2005 et après 2008, il a été, ce qui nous rapproche de Saclay, l'un des principaux acteurs des projets du Grand Paris en pilotant notamment la création du campus de Saclay. Je devrais dire peut-être qu'il est membre de l'Académie des technologies, qu'il a été Grand Prix de l'urbanisme en 2017. Et juste rappeler que Pierre a publié un nombre incalculable, pour moi en tout cas, d'ouvrages. Je vais juste citer les derniers. Donc la société hyper-industrielle en 2017, la France des territoires, défis et promesses en 2019 et l'économie désirable, sortir du monde thermofossile. Quand on a discuté avec Pierre de la thématique, j'ai essayé de le pousser vers la dimension territoriale. Il n'a eu aucune difficulté à le faire, bien sûr, puisque c'est un des meilleurs spécialistes de la question. Et donc, il a proposé ce sujet si intéressant sur l'aménagement du territoire, un concept obsolète avec un point d'interrogation. Donc, Pierre, je te laisse le soin de nous dire si c'est obsolète ou pas, finalement. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci à André pour l'invitation et la présentation. Bonjour à toutes et à tous. En fait, j'ai changé de titre. J'ai pris un titre un peu différent parce que je me suis dit que la question de l'aménagement du territoire était peut-être un petit peu étroite et donc je vais essayer de proposer quelques réflexions peut-être un peu plus larges sur au fond quel rôle peuvent jouer les territoires dans ce que j'appelle non pas la transition mais la bifurcation. Je pense qu'on est finalement dans un changement de paradigme qui est quand même extrêmement profond. Qui touche pratiquement tous les aspects de la vie sociale et de la vie économique. Voilà. Alors j'ai prévu un PowerPoint. J'espère que on va arriver à gérer l'écran. J'ai vu que en début d'événement, on souhaitait bonne chance aux intervenants. Alors j'espère que la chance va être de mon côté. Alors je vais faire le partage d'écran. Ça devrait marcher. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, j'ai mis quelle place pour les territoires dans la bifurcation avec une petite citation de Valérie que j'aime bien et qui, je trouve, est particulièrement adaptée à ces temps de médiatisation, où il faut toujours dire des choses extrêmement simples et que, malheureusement, la nuance est de plus en plus difficile à faire passer. Et au fond, la question territoriale fait partie de ces sujets sur lesquels on est souvent dans le binaire et dans des visions un peu caricaturales parfois, et donc on va essayer de mettre un peu de nuance là-dedans en espérant que on va pas se perdre en route. Alors, en fait, j'ai divisé en trois. Une première partie, je vais reprendre des choses que je pense beaucoup d'entre vous connaissent si vous êtes familier des questions territoriales. Et je m'excuse par avance peut-être il faut peut-être rappeler quand même quelques faits. Dans un deuxième temps, je parlerai de la montée de ce qu'on peut appeler un nouveau localisme, qui me semble assez différent comme façon de considérer la question territoriale de ce qu'on a connu dans les décennies précédentes. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai peut-être d'ouvrir quelques perspectives
perspective à partir d'une critique un peu de ce localisme. Alors, rappeler quelques faits. Bon, comme vous savez, le débat au sein du petit monde qui s'intéresse à ces questions territoriales, tant du côté des chercheurs que du côté des professionnels et aussi des élus locaux, a été très dominé ces dernières années par la question des métropoles. Est-ce qu'on va vers une France dualisée, avec des métropoles qui iraient bien d'un côté, puis des périphéries délaissées de l'autre. Le succès des livres, notamment dans le monde politique de Christophe Guilly sur le thème de la France périphérique, de la France oubliée, etc., a été quand même extrêmement marquant. Je voudrais simplement rappeler, dans une première partie, mais qui sera un survol un peu rapide, que ce schéma, en fait, est vraiment, alors là, du coup, beaucoup trop simple pour être vrai. Petit rappel de géographie, économique sur la situation, sur ce qui s'est passé au cours. Alors, vous verrez les dates. Bon, on est un peu tributaire des. Moi qui produis les cartes, donc on est un peu tributaire des cartes qu'on trouve. Ça varie mais selon la date de début et la date de fin, mais en gros on a toujours ce schéma qui combine en fait deux choses. Hein. D'une part, grand déplacement quand même vers la France des côtes et la France du sud et de l'ouest de manière en particulier. Déplacement qui n'est pas uniquement guidé par l'emploi d'ailleurs. Hein. Certaines régions qui reçoivent beaucoup de migrants sont des régions où le taux de chômage est élevé. Et puis, vous voyez également la montée de ces zones métropolitaines avec schéma en U qu'on va retrouver entre Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, et puis ça remonte vers Lyon. Mais vous voyez aussi que en taux de croissance, il n'y a pas que les métropoles, il y a par exemple toutes les Alpes. Alors là, ce sont des zones très peu denses, mais elles sont en forte croissance. La Corse également. Voilà, et on retrouve quand même un vieux pattern de la géographie économique et démographique française, qui est ce qu'on appelait élégamment à la data, il y a une trentaine d'années, la diagonale du vide. Bon, en réalité pas si vide que ça, et du point de vue démographique d'ailleurs, elle a connu un certain rebond. Alors ça, c'est l'emploi total. Après, si on regarde les aires urbaines, vous voyez à peu près le même schéma avec ce U métropolitain. Vous voyez aussi le poids respectif des emplois des aires urbaines. Là, c'est pas que les aires métropolitaines, c'est toutes les aires urbaines. Vous voyez le poids évidemment de Paris qui reste extrêmement fort. Et c'est intéressant de regarder les emplois, non pas en général, mais les emplois salariés privés, parce que la carte et les courbes des emplois en général sont quand même très lissées par le développement des emplois publics et donc ne donnent pas forcément une image très juste de la dynamique économique des territoires. Et donc ça, c'est des cartes de Laurent Davzy que je vais beaucoup citer. Voilà, alors là, c'est sur une période 2008 à 2012. On retrouve les pôles très forts de croissance de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, à un moindre titre Montpellier et Marseille, ex-Marseille. Bon, mais Laurent Davzy vient de publier la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, un nouveau petit livre qui reprend ces différentes analyses et qui s'appelle, alors comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Non, la France n'a pas abandonné, l'État n'a pas abandonné les territoires. Vous voyez, il annonce la couleur. L'État a toujours soutenu ces territoires et qui donne des chiffres un peu plus récents, mais ils vont dans le même sens. Alors voilà, si on prend 2007 à 2018, on a eu quand même en France, ça inclut évidemment le trou d'air de la crise de 2008-2009, un solde positif, c'est des emplois privés, de plus 470 000, c'est pas tout à fait négligeable. Là-dessus, les emplois métropolitains, je l'appelle métropolitains, moi je mets des guillemets quand même, c'est-à-dire quelques secteurs qui sont autour du numérique, de l'ingénierie, des services avancés aux entreprises, ça représente 305 000. Il y a d'autres fortes croissances, en particulier tout ce qui est restauration, santé, services à la personne. Et sur ce solde de 305 000, il y en a 200, les 2/3. C'est pas la peine que je vous lise mon PowerPoint, vous savez lire. Ils sont sur 4 agglos et plus intéressant encore, la moitié qui sont sur un certain nombre de communes à l'intérieur de ces agglos. Mais attention, on parle de solde. Et donc, il faut toujours faire très très attention quand on a ces raisonnements,
parce que le solde de création d'emplois, c'est beaucoup de création et beaucoup de destruction d'emplois. Et donc, on ne peut pas raisonner uniquement par rapport au solde. Mais je vais y revenir dans un ou deux slides. Alors, ceci dit, cette croissance métropolitaine, elle est très inégale et elle ne résume absolument pas la dynamique globale des territoires. Bon, la moyenne nationale, les 21 métropoles ont fait mieux de 2007 à 2018 que la moyenne nationale, mais avec, en fait, c'est très bipolaire, puisqu'il y a d'un côté Toulouse, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Montpellier, Lyon, on fait entre 15 et 22%, mais il y a beaucoup de métropoles qui sont en dessous de la moyenne nationale, dont 7 en évolution négative. Donc, on ne veut pas dire que la métropolisation est un phénomène absolument général et que voilà, il y a quelques métropoles qui tirent leur épingle du jeu de manière très forte, comme par hasard sont situées dans les zones actives, mais de manière générale, la métropolisation n'est pas aussi partagée que certains le pensent. Et puis, il y a eu des polémiques un peu absurdes autour de ce sujet, mais on ne va pas trop y revenir. Il est évident que de nombreuses villes moyennes font mieux en taux que les métropoles. Parfois, ce sont des villes moyennes qui sont dans l'orbite des métropoles. Je pense par exemple à la zone de Bernay-Molsheim, qui au fond fait partie de fait de la dynamique métropolitaine strasbourgeoise. Mais il y a aussi des villes qui sont, comme Laval, Figeac, qui n'est pas franchement sur les grands axes internationaux de transport, etc. Beaucoup de villes moyennes qui marchent très bien. Voilà. Et par ailleurs, le concept de périphérie, loin d'être une espèce d'espèce homogène, oubliée, etc., est en fait un patchwork extrêmement diversifié. C'est ça qui est frappant, c'est qu'on a des évolutions extrêmement diversifiées aujourd'hui sur le territoire, et parfois à assez courte distance, ce qui pose d'ailleurs un problème à l'analyse. Je dis au passage que quand on fait de l'économétrie là-dessus, ça a été fait par exemple par une équipe de l'école des mines sur l'emploi industriel, en disant mais pourquoi dans certaines zones, l'emploi industriel continue à se développer alors qu'ailleurs il est en décrépitude. On ne trouve pas grand-chose, même avec des critères qui paraissent simples comme la dominance sectorielle ou des choses comme ça. C'est extrêmement difficile à expliquer. En fait, on s'aperçoit que ce sont des dynamiques plutôt socio-économiques, voire sociologiques ou socioculturelles ou sociopolitiques qui sont probablement les véritables moteurs. Au fond, si on veut comprendre l'économie géographique, il faut d'abord faire de la sociologie et aussi du sport parce que l'histoire continue à peser beaucoup. Et les modèles marchent pas vraiment. Alors, j'ai dit qu'il fallait faire très attention à la notion de solde. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, le solde, il cache ce processus permanent. Alors moi, je dis pas schumpeterien parce que c'est une définition un peu plus générale de création et de destruction d'emplois. Alors, le cas de l'industrie est intéressant parce que, évidemment, ce processus de création et de destruction d'emplois, il est très, très fort dans le secteur des services, qui sont souvent peu capitalistiques, donc les entreprises ferment, d'autres ouvrent, etc. C'est d'ailleurs extraordinairement difficile sur le plan statistique à suivre. En réalité, on n'arrive pas à suivre. Mais dans le cas de l'industrie, qui a priori est plus stable, parce que la Chine, on a des usines, des choses comme ça, l'image d'une espèce de la désindustrialisation comme une espèce de processus à sens unique, de bulldozer négatif, au fond, qui fait qu'on perdrait progressivement de la substance, est totalement fausse. Et là encore, je m'appuie sur une étude intéressante de Laurent Davzy, et que quand on décompose les choses par commune, on a une image différente. Et si on décomposait d'ailleurs par îlot, on aurait encore une image différente. Par exemple, Laurent a regardé ce qui se passait sur l'ensemble des communes françaises entre 2007 et 2018 sur l'emploi industriel. Et donc, il y a en solde une énorme saignée, qui peut accréditer l'idée de la désindustrialisation. Encore que il faudrait tenir compte aussi de tous les services et tout ça. Moi, je suis assez critique de manière générale sur l'idée de l'industrialisation. Mais enfin, si on prend les jobs manufacturiers, on voit qu'il y a eu incontestablement une saignée très forte. Mais pendant le même temps, et au plus fort de la crise, 6 400 communes, ce qui est quand même pas rien sur les 36 000 communes, et puis souvent ce sont des communes importantes, on continue à créer des emplois et pas de manière négligeable. C'est pas une grosse décroissance avec de temps en temps Non, c'est un renouvellement, en fait. On a sur l'industrie, et encore plus sur le tertiaire, un renouvellement considérable qu'on oublie toujours quand on parle quand on raisonne, comme c'est le cas généralement en solde. Il y a, en fait, ces emplois nouveaux créés sont plus qualifiés, avec des unités plus petites. C'est difficile à suivre. Vous avez cette petite organisation qui s'appelle Tradeo, qui est animée par David Kousker, qui regarde les choses à partir de données dans la presse, tout simplement, et qui arrive à avoir une vision
assez juste finalement qui confirme, enfin qui colle assez bien avec les visions plus macro, plus statistiques classiques qu'on peut avoir par les chiffres de l'INSEE ou de la COS, etc. Et on voit que comment il se fait cette dynamique. Ce sont plutôt des ouvertures de sites qui se font plutôt maintenant à la grande périphérie des métropoles, avec des emplois plus qualifiés, nettement plus qualifiés, et des unités en moyenne plus petites. Ce qui veut dire que les spirales de crise qu'on a dans un certain nombre de territoires, elles sont évidemment liées au fait qu'il y a des emplois qui disparaissent, qu'il y a un renouvellement, mais surtout qu'il n'y a pas assez de création. Voilà, c'est ça. Après 2008, on a eu un grand trou d'air dans l'industrie, pas tellement parce qu'on a supprimé plus d'emplois que d'habitude, mais parce qu'on en a créé beaucoup moins que d'autres. Et on est reparti. Alors là, tout ça est pré-Covid. On pourra reprendre dans la discussion peut-être ce qui est en train de se passer actuellement, mais je suis très prudent là-dessus parce qu'on sait peu de choses. Alors, voilà, ça c'est les deux cartes de Laurent. En rouge, c'est ce qui disparaît. C'est les communes qui ont un solde négatif. Encore une fois, si on prenait des îlots, on aurait encore un truc différent. Et en vert, c'est là où vous avez des soldes positifs. Vous voyez que c'est pas, il y en a un peu partout, quoi. Et il y en a quand même un peu plus autour des zones métropolitaines, ça c'est assez clair. La question des inégalités, je ne fais que l'effleurer, parce qu'en fait, c'est un sujet très compliqué, le lien entre les inégalités sociales et les inégalités spatiales, qu'on a tendance là aussi à caricaturer en disant bon il y a d'énormes maintenant inégalités sociales en France, qui n'est pas tout à fait vrai, et ces inégalités sociales elles se traduisent directement dans les inégalités spatiales. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Les inégalités territoriales dépendent fondamentalement de l'échelle à laquelle on est. Plus en gros, plus vous rapprochez le zoom, ben, plus les inégalités vont être fortes, c'est assez simple. Et aussi la mobilité des habitants, parce que on mesure les inégalités, on mesurait par exemple les revenus des habitants dans un territoire donné, ben, ça dépend beaucoup de la mobilité des habitants. Donc, par exemple, si vous voulez comprendre les inégalités, la dynamique des inégalités territoriales dans une région comme région urbaine comme l'Île-de-France, eh bien, c'est compliqué parce qu'il faut regarder aussi la façon, c'est le mouvement est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui s'appauvrissent, mais en partie parce que les pauvres vont se regrouper là, et des communes qui s'enrichissent parce que les riches vont se regrouper là, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'appauvrissement, un enrichissement statique. Alors, il y a quand même, donc il faut regarder les trucs intertemporels, et il y a un fait robuste qui est quand même très frappant, qu'en gros, depuis au moins un demi-siècle, on peut dire depuis les années 60, les inégalités, on va dire, interterritoriales à échelle large, c'est-à-dire entre régions, entre départements, n'ont cessé de baisser. C'est-à-dire, si vous prenez la France aujourd'hui, vue d'avion, vue de satellite, ben, elle est beaucoup plus homogène qu'elle ne l'était il y a encore 50 ou 60 ans. Je rappelle que le mouvement de décentralisation industrielle des Trente Glorieuses, il a démarré parce que les inégalités de salaire, par exemple, entre la région parisienne et la Normandie, à job égal, étaient considérables. C'est évidemment plus du tout le cas. Aujourd'hui, donc, on a un phénomène de lissage, en fait, des inégalités, y compris, je vais y revenir, pour les régions en difficulté, et que, en revanche, les inégalités se déploient et se développent essentiellement dans les grandes aires urbaines. Essentiellement, d'ailleurs, dans quelques aires urbaines, c'est-à-dire l'Île-de-France, la région lyonnaise, la région marseillaise, la région toulousaine. On nous parle des populations délaissées des périphéries françaises. Il ne faut pas oublier que, bien sûr, il y a des pauvres, parfois en pourcentage élevé dans beaucoup de régions désindustrialisées, mais que la grande majorité des pauvres aujourd'hui sont dans les grandes agglomérations, et que là, on voit très bien, par exemple, sur l'Île-de-France, qu'il y a une dynamique d'accroissement des inégalités qui est extrêmement préoccupante. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun mécanisme régulateur à l'échelle des agglomérations. Alors qu'il y a des mécanismes régulateurs à l'échelle nationale. Quant aux riches, ils sont effectivement de plus en plus concentrés avec quelques cas singuliers, vous voyez, comme les régions viticoles, etc. Mais enfin, très massivement, les riches, ils sont dans l'ouest parisien et dans quelques arrondissements lyonnais ou toulousains, et voilà. Alors, j'ai été trop long, mais juste pour dire que cette idée de grand partage où la pauvreté augmenterait dans les zones peu denses alors qu'elle diminuerait ailleurs, elle est totalement fausse. Là, j'ai repris des chiffres du livre de Hervé Lebras qui s'appelle « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Vous voyez, le titre est déjà est un peu provocateur, mais Hervé, il met si certains d'entre vous ont lu ce livre, il est très intéressant. Il met en parallèle les sentiments ressentis, ce qui ne veut pas dire que ces sentiments ne soient pas importants. En soi, ce sont des données sociales réelles, c'est pas
des fictions. Les gens se ressentent mal, c'est que ça existe, mais pas toujours cohérent avec ce que montrent les statistiques. Vous voyez par exemple que la hausse du niveau de vie, elle est maximale. D'abord, il n'y a pas d'énormes différences entre les types de territoires, et puis elle est maximum dans les zones qui sont dites hors influence c'est-à-dire en fait le rural profond. Donc tout ça contredit un peu une certaine imagerie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la France peu dense un certain nombre de problèmes qui sont souvent liés justement à la question de la densité et au fait que et bien évidemment, l'accès aux services publics, il est plus difficile quand vous avez une zone peu dense. Il y a des zones très peu denses maintenant en France que dans une zone dense. J'ai pas trouvé l'équivalent de ça mais ça c'est c'est le ratio des salaires entre les 10 pourcentages, les décimaux, là, enfin les 10% et les 90% autres des salaires. Donc aux États-Unis, vous voyez, il y a une explosion là véritablement des inégalités, mais principalement par le développement de la richesse. Et je pense qu'on aurait quelque chose probablement d'assez proche sur les villes françaises. Ça doit exister, mais j'avoue que j'ai pas trouvé. Et alors qu'on n'a pas, aux États-Unis, on a une augmentation très forte des inégalités entre les États, entre les régions, entre les différentes zones, les zones métropolitaines de l'Est et de l'Ouest, et puis quelques zones en fort développement de l'intérieur du pays et le reste du pays, quoi. Et de même, en Grande-Bretagne, et ça, on l'a pas véritablement. C'est quand même, ça mérite d'être souligné. Alors, épiloguer longuement sur la question de pourquoi cette concentration, cette polarisation qu'on peut pas nier, qui est d'ailleurs un phénomène mondial. Bon, les économistes nous parlent gentiment d'effets d'agglomération, ce qui est une tautologie, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces effets d'agglomération? À mon avis, il y a un certain nombre de choses qui sont finalement assez simples, qui sont d'abord la taille des marchés du travail, ça reste essentiel, notamment du fait de la bisalarisation et aussi des familles recomposées. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été tellement étudié, à ma connaissance. C'est-à-dire que c'est quand même considérablement plus facile de trouver un job pour 2, 3 ou 4 personnes qui doivent rester, ou 5 personnes qui doivent rester groupées territorialement dans un grand marché du travail que dans une ville moyenne ou même dans une grande ville de province. Et je pense que vous connaissez tous, moi je connais beaucoup de gens qui sont en région parisienne, essentiellement pour des raisons de ce type. Ensuite, on a la question compte tenu de l'évolution des systèmes productifs, on a la question de la diversité, de la richesse des écosystèmes de compétences. Si les nouvelles industries se groupent plutôt autour dans les aires métropolitaines et ont un peu tendance quand même à quitter les zones peu denses, eh bien c'est en grande partie, je pense, parce que aujourd'hui une usine pour tourner, même une usine, même dans le secteur traditionnel, c'est quelque chose de très compliqué et qui a besoin de ressources, de compétences, de services, etc., de plus en plus sophistiqués. Ça, c'est d'ailleurs un des effets majeurs de la concentration à l'échelle mondiale. Et puis, il y a des choses comme, je parle d'effets de cliquet de la massification universitaire. Bon, au cours des dernières décennies, même un peu avant, les grandes villes universitaires de province ont drainé beaucoup de gens qui venaient des villes moyennes, des petites villes, etc. Et quand vous êtes né à Autun, que vous avez grandi à Autun, que vous allez faire vos études à Dijon ou à Paris, vous n'avez pas forcément envie de revenir à Autun. Alors, c'est rien contre Autun, qui est une ville très sympathique, mais ça, c'est un effet quand même qui est majeur. Alors après, quand on a des enfants, évidemment, on commence à se poser la question du coût du logement, mais aujourd'hui, il reste quand même accessible dans beaucoup de villes en dehors des très grandes villes. Alors ce phénomène est mondial, je pourrais en parler longuement, et en général il produit des effets de divergence. Alors là effectivement qui sont du type centre-périphérie extrêmement forts. Je parlais des États-Unis, on pourrait parler de la Chine, de beaucoup de pays en développement, mais même la Grande-Bretagne. Les phénomènes Brexit et autres sont quand même assez liés au fait que beaucoup plus qu'en France, la région sud-est a vraiment pompé les ressources de l'ensemble du pays et un certain nombre de régions, à juste titre, se sont senties un peu abandonnées. Ces effets, je le redis, sont en fait très atténués en France, mais aussi en Allemagne, à cause des effets redistributifs massifs que Laurent Davezy a beaucoup étudiés. Les retraites qui souvent se prennent pas dans la ville où on habite, mais dans d'autres régions. Et puis surtout les transferts liés à l'état social, les prestations sociales, qui représentent dans beaucoup de territoires en France une part très importante des revenus. Les emplois publics qui se sont beaucoup développés. Alors j'ai oublié de remettre le chiffre, mais c'est énorme.
et en particulier l'emploi public local, et puis évidemment des recettes comme le tourisme dans les régions qui sont attractives de ce point de vue. Voilà, je veux pas, j'étais peut-être même un peu long sur ce premier point. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut rappeler parce que à un certain moment, ce discours misérabiliste sur les périphéries françaises, que d'ailleurs les élus de ces régions n'aiment pas beaucoup, hein, quand même par être agaçant parce qu'il ne correspond pas à la réalité, même si, je le redis, beaucoup de régions et de petites villes sont en grande difficulté. Mais il y en a aussi beaucoup dans les zones urbaines et à proximité des villes. Alors le deuxième point, c'est au fond comment est-ce qu'on pourrait caractériser les représentations et les schémas d'action qu'on a aujourd'hui par rapport au territoire. Les statistiques que je vous ai données, au fond, elles ont le mérite d'exister, mais il y a à côté de ça des visions du territoire qui sont plus ou moins partagées par la population. Et moi, la chose qui frappe énormément, je vais développer ça dans mes livres, c'est ce véritable tournant local qu'on pourrait aussi appeler localiste ou néolocaliste, qui là encore n'est pas particulier à la France, mais qui a peut-être pris une forme un peu plus aiguë qu'ailleurs. Alors, si on va vraiment à la louche, je vais distinguer trois âges un peu de l'approche territoriale et des politiques territoriales. On pourrait dire, bon, il y a évidemment la phase de reconstruction et des Trente Glorieuses, où c'est l'État central qui invente d'ailleurs cette notion qui est intraduisible, hein, de l'aménagement du territoire à la française, de la géographie volontaire, comme disait Pierre Georges, je crois, et sur laquelle au fond, à un moment donné, il y a un consensus extraordinaire, puisque Pierre Georges, par exemple, est communiste, mais le livre de référence, c'est le fameux livre de Gravier, Paris, le désert français. Gravier était quand même un ardent et actif vichiste. Donc, tout le monde était, quelqu'un a dit, tout le monde était à ce moment-là graviériste. Il fallait compenser le poids jugé excessif du pôle parisien. Et pour ça, on avait des outils qui étaient justement d'aménager le territoire au sens fort du terme, avec des infrastructures, des grands projets, qui étaient souvent des grands projets industriels pilotés à la main de l'État. Un des premiers jobs, j'avais travaillé sur la zone industrielle-portuaire de Dunkerque. Les acteurs locaux n'avaient pas beaucoup d'impact sur cette affaire. C'était la sidérurgie quasiment nationalisée, avec l'État qui aménageait ça. La même chose pour Fos, etc. Et après, quand il y a eu des crises, on a demandé à M. Renault et à M. Citroën d'aller à Rennes ou à Douai pour... voilà. Et puis à un moment donné, au milieu des années 70, début des années 80, cette mécanique-là s'est gravement enrayée puisqu'il n'y avait plus de création d'emplois industriels et donc plus de masse de manœuvre pour l'État central. Et puis ça a été aussi le moment de la décentralisation politique, la montée en puissance qui est quand même considérable des pouvoirs locaux et en particulier des villes et des grandes villes dans le schéma de faire transformer profondément la France. Et à ce moment-là, apparaît une autre problématique à laquelle les gens de ma génération participaient, voilà, on peut théoriser, etc., on peut appeler la thématique du développement local, avec comme enjeu l'emploi. Et puis l'idée que, au fond, le territoire local cette fois-ci, pouvait être dans la globalisation, parce que tout ça évidemment est concomitant avec l'internationalisation très rapide, en particulier du capitalisme français. Le territoire n'était pas forcément disqualifié, évidemment il pouvait être victime en partie, mais il pouvait aussi apparaître comme une ressource, en particulier par le biais de politiques de différenciation, AOC, enfin tout ce que vous voudrez. Et puis aussi en tant qu'apportant du capital social. On a redécouvert un peu cette idée que le territoire pouvait être un acteur, y compris un acteur majeur dans la globalisation. Bon, il y a de nombreux travaux là-dessus, les auteurs vous les connaissez, c'est Becker à Grenoble, je pense qu'André a dû écrire aussi sur ce sujet, moi-même j'ai écrit sur ce sujet, voilà. On avait cette vision-là. Et puis, je pense qu'aujourd'hui on est dans une étape qui est vraiment totalement différente, même si les mots sont un peu les mêmes. L'enjeu, c'est devenu très clairement l'écologie. On est un peu sorti de cette image un peu consensuelle du développement durable en disant il faut que les trois piliers, l'économique, le social et puis l'écologique. Et puis on s'est aperçu que l'écologique devenait tellement prégnant avec la question du changement climatique, la question de la biodiversité, la question aussi des ressources, dont on parle moins mais qui est quand même en train de monter, que finalement il écrasait un peu les autres sujets. Et puis il y a cet aspect générationnel aussi. Bon, évidemment
les jeunes se sentent particulièrement motivés. Et tout ça coïncidait avec, non plus avec l'idée qu'on pouvait articuler le global et le local, mais qu'au fond, il fallait, un peu schématique, mais qu'il fallait se détacher de la globalisation. La globalisation a pris progressivement. Évidemment, la crise Covid n'a fait que renforcer ça, mais c'était déjà très présent avant, une tonalité extrêmement négative. L'idée qu'il fallait donc relocaliser, etc. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ce n'est plus tellement l'État court derrière un peu, mais c'est plus tellement non plus les élus locaux, même si un certain nombre d'entre eux évidemment portent ça, mais c'est vraiment un mouvement qui part cette fois-ci beaucoup de la société civile. Au point que d'ailleurs beaucoup d'élus un peu traditionnels axés plutôt sur le schéma du développement local un peu de mal à se positionner par rapport à ça. Alors ce nouveau localisme, il est très frappant parce que, vous voyez, on n'est plus comme dans le développement local où la proximité c'était un outil pour se projeter dans le monde, ça devient une espèce de valeur en soi. Avec aussi l'idée que réponse à la crise écologique, fondamentalement, elle était autour de l'économie de la proximité, des circuits courts, de toute nature. Voilà. Alors, la proximité est la star absolue des sondages, c'est très frappant. Les Français sur 10 pensent que consommer local, enfin il y a des tas de sondages, 9 sur 10 pensent que l'approche locale est la clé pour résoudre les problèmes, on a confiance plutôt dans ce qu'on connaît. En creux, on lit une défiance par rapport aux grands machins, aux grandes structures, aux grandes organisations. Et je pense qu'il faut souligner le fait que l'écologie, la montée de la valeur écologique, elle se fait sur le fond d'une mutation plus large des valeurs, qui est très frappante dans les jeunes générations, et qui là aussi est très internationale. Je pourrais vous citer par exemple des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis sur le néolocalisme de la jeune génération, qui sont extraordinairement convergentes avec ce qu'on voit en France. Et que moi, dans mon dernier livre, j'ai caractérisé ça comme une révolte contre l'abstraction. Il y a des nouvelles valeurs qui sont aujourd'hui, je crois, très répandues. On le voit dans les enquêtes et on le sent aussi. On a un peu de feeling de ce qui se passe dans la société. Il y a une volonté de contrôler sa vie. L'autonomie est devenue plus que la sécurité, la valeur cardinale pour les jeunes générations. Vous voyez ça dans les gens, y compris à la sortie des grandes écoles et tout ça. L'idée d'aller, de devenir un pion dans la course, le labyrinthe des grandes organisations, ça attire moyennement. On préfère faire des choses petites et des choses qui aient du sens. Et puis, elle a cette montée du faire, de regarder le succès de tous les bouquins, mais aussi de toutes les initiatives qui tournent autour de faire des choses par soi-même, la réhabilitation de l'artisanat, éventuellement sous forme numérique, les intellos qui deviennent charpentiers, etc. Tout ça n'est pas du tout anecdotique, et je pense que ça traduit un mouvement extrêmement profond, et à mes yeux, fondamentalement positif, évidemment. Parce que, quelque part, c'est aussi, je pense, un effet de maturation de la société où les gens, ils veulent prendre le contrôle, encore une fois, que je l'ai dit, non seulement de leur environnement, mais de leur propre. Alors, ça, c'est tiré, vous voyez, c'est tiré d'une plaquette d'EDF. EDF, alors, intéressant parce que, évidemment, par hasard, si EDF s'intéresse à ça, parce que évidemment, les modèles énergétiques aussi vont vers l'économie de proximité avec les fameux 3D, décentralisation, digitalisation, décarbonation, le modèle des renouvelables, enfin beaucoup de choses qui relèvent de la technologie et de l'économie mainstream s'organisent aussi selon des schémas décentralisés en réseau. Et donc, vous voyez, c'est aussi un mouvement un peu l'air du temps aussi de manière plus globale. Alors, on va retrouver je pense que le graphique le schéma est totalement illisible, il est même difficile à lire pour moi sur son écran, mais les bienfaits du local, les Français adeptes du partage non marchand, on est les champions européens de la consommation collaborative, bon, je ne sais pas sur quoi ça s'appuie, et puis une montée quand même très forte de l'entrepreneuriat social et solidaire, l'économie circulaire dont je vais redire un mot, les circuits courts agricoles, le financement participatif, les monnaies locales, l'économie collaborative, etc. Tout ça est extrêmement créatif, intéressant et riche, mais il y a à mon avis un mais, et c'est un peu ça que je voudrais, sans jouer les rabat-joie, développer dans ce qui me reste de temps. Ce nouveau localisme, il est source d'innovation et de créativité, incontestablement, c'est très réconfortant de sortir des arènes, on va dire,
gouvernementale ou autre, où règne une grande morosité, et de se balader sur la France, parfois aussi des grandes villes, parce que ce localisme, on le retrouve aussi à l'intérieur des grandes villes, et de voir le capacité d'innovation, de créativité, il y a des choses formidables qui se passent un peu partout, qui sont sous les radars un peu des institutions, ou un peu à la marge des institutions. Et bon, c'est un peu le postulat de Latour, qui est de dire, ben, au fond, si on veut créer l'énergie du champ, il faut se connecter à ce qu'il appelle les territoires de subsistance, il faut que les gens ressentent concrètement en quoi la bifurcation écologique en particulier est nécessaire. Mais, c'est que je pense que ce nouveau localisme, il a tendance quand même à sous-estimer et peut-être à dévaloriser indûment les interdépendants. Parce qu'on est dans un monde qui reste et qui doit rester interdépendant. Bon, il y a la question des solidarités financières et tarifaires. Et pour l'énergie, évidemment, il n'est pas question que les gens qui ont accès à des ressources, par exemple géothermiques ou des ressources hydrauliques, payent l'électricité moins cher que ceux qui n'y auraient pas accès. On a un principe était long à élaborer de péréquation, d'unité de situation des citoyens face aux grands services publics, qui pose quand même problème par rapport à cette montée du localisme. Et puis, on sous-estime aussi, alors je rappelle le passage, là, encore des chiffres de Nabzi, faut rappeler inlassablement que la seule institution aujourd'hui qui fait de la redistribution, c'est-à-dire qui en fait lisse les inégalités territoriales en particulier, mais aussi sociales par l'impôt, et territoriales, c'est les États nationaux. Ça pose problème parce que il faudrait que ça s'étende un peu à l'échelle européenne, mais il faut pas oublier que les échelons où la redistribution est extrêmement faible, en réalité, les efforts de cohésion, tout ça, c'est un ordre de grandeur inférieur à ce qui se fait spontanément à l'échelle nationale, et de manière automatique, invisible. En revanche, faut pas oublier que les territoires locaux, même les grandes villes, ne redistribuent à peu près rien. Je vais citer le cas de l'Île-de-France tout à l'heure. C'est le problème majeur de la gouvernance de ces grandes villes aujourd'hui, c'est que comme ce sont des agglomérats de communes, elles ne redistribuent rien. La métropole du Grand Paris, qui, outre le fait qu'elle ne couvre que 6 millions d'habitants sur les 12 de la métropole, a comme principe fondamental, il est quasiment écrit, celui du retour, c'est-à-dire chaque commune reçoit en retour ce qu'elle a cotisé. Donc c'est pas comme ça qu'on va réduire les inégalités, et de fait, la redistribution est quasiment inexistante. Mais il y a aussi les interdépendances techniques, économiques et écologiques. Évidemment, on connaît, il y a le vivant, le climat, tout ça, connaît pas vraiment les frontières. Il y a je vais pas développer ça longuement, mais il y a une surévaluation assez bizarre dans l'esprit de beaucoup de gens du coût écologique du transport, du coût donc énergie, matériaux, etc. du transport par rapport aux autres postes. Et prenez l'alimentation, par exemple, l'essentiel des coûts écologiques qui sont dans la production et aussi dans le stockage final et l'usage. Ils sont pas dans le transport. Le transport représente relativement peu de choses. Donc, quelquefois, il vaut mieux faire venir d'un peu plus loin des biens qui ont été produits dans des bonnes conditions écologiques que de faire à des coûts absurdes la production locale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers les circuits courts, mais il faut comprendre que le transport n'est qu'un facteur souvent assez minoritaire. Si on prend le grand transport de la mondialisation, de la globalisation, qui est pour beaucoup de gens l'absurdité de la globalisation, c'est ces bateaux qui nous transportent des choses depuis la Chine jusque chez nous. Il faut comprendre que le sujet, c'est pas tellement ça, parce que le coût de transport dans les super porte-conteneurs, il est relativement faible, même s'il y a des problèmes écologiques vis-à-vis de la faune et de la flore marine, des carburants de très mauvaise qualité. Le vrai enjeu, c'est qu'on importe des produits qui ont été produits dans des conditions environnementales, énergétiques et de ressources qui sont pas bonnes. Donc en réalité, on a du carbone importé de manière très importante. C'est ça le problème, plus que le transport. De même, on surestime, je pense, les potentiels de circularité. On parle énormément de métabolisme urbain, de circularité urbaine. C'est une piste intéressante, mais en réalité, quand on regarde, je n'ai pas le temps du tout de commenter
ce graphique, c'est une coopération internationale qui a essayé de chiffrer l'empreinte carbone de 13 000 villes dans le monde, alors avec des méthodologies qui sont sûrement très très discutables. Mais le fait majeur, c'est quand même que les émissions de carbone de ce qu'on appelle dans le jargon le scope 3, c'est-à-dire celles qui sont liées aux importations et aux consommations de biens par la population, de biens ou de services qui viennent de l'extérieur, sont en général nettement supérieures aux émissions directes. Donc il faut pas oublier ça. Il faut voilà. Alors pour terminer, je pense qu'il faut vivre le localisme, mais il faut aussi regarder au-delà du localisme. Et je pense que ce qui est un peu aujourd'hui en creux dans la réflexion, ce sont des pistes pour une économie nationale et européenne qui soit structurellement sobre. Ça, c'est un peu la thématique de mon dernier bouquin, donc je ne vais pas le développer trop, mais au fond, l'idée de sobriété est indispensable parce qu'on voit bien que tous les efforts d'efficacité, que ce soit pour l'énergie, les ressources, etc., sont immédiatement bouffés ou très largement bouffés par l'augmentation de la consommation et les effets rebonds. Donc, il faut de la sobriété. Mais la sobriété, elle a 3 dimensions, à mon avis. Il y a une dimension individuelle, qui est non négligeable. Évidemment, manger moins de viande, renouveler de manière moins frénétique sa garde-robe, moins jeter, etc. Tout ça n'est pas du tout négligeable. Encore que même quand on regarde dans les comportements, la part de ce qui est importé, au fond, est très importante. Il y a une sobriété qu'on peut appeler systémique, qui est au fond celle qui consiste à guider les comportements de manière intelligente par l'organisation, et l'organisation urbaine, évidemment, est en première ligne. Le fait qu'on ait laissé se développer des lotissements un peu partout dans la nature, c'est pas l'étalement urbain en tant que tel qui est problématique, c'est la façon dont il s'est fait. Le fait qu'on a aujourd'hui des lotissements qui sont absolument, où il y a pas, sont trop petits pour qu'il y ait des services et qui sont complètement éloignés du transport en commun, c'est ça qui pose problème. Et donc là, c'est ce que j'appelle, moi, la sobriété systémique. C'est comment on organise nos territoires, entre autres, mais nos activités de manière générale pour amener systémiquement vers la sobriété. Et puis, il y a une sobriété dont on parle assez peu, que moi j'appelle structurelle, et qui est liée aux grands choix économiques eux-mêmes, c'est-à-dire aux priorités sectorielles qu'on s'est données. Il y a quand même finalement assez peu de réflexion là-dessus. C'est là-dessus que je voudrais terminer. L'idée de base, c'est que l'addition des économies de proximité ne suffira pas pour créer une économie de sobriété qui soit aussi socialement juste et acceptable et qui continue à créer des bons emplois. Là, je me sépare complètement de gens très radicaux comme Bruno Latour, parce que l'idée de dire on oublie les concepts de l'économie, on oublie l'économie, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? On voit avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe quand on met une partie de l'économie à l'arrêt? Bien, c'est les plus pauvres et les plus fragiles qui trinquent. Et donc on a une voie étroite, mais cette voie, moi j'utilise pas les termes de croissance et de décroissance parce qu'ils sont piégés, mais cette voie, il faut qu'elle continue, il faut qu'on aille vers une véritable bifurcation de notre modèle, mais en même temps en gardant la capacité de créer des emplois et si possible de bons emplois et notamment des bons emplois de service, parce que c'est là que se joue, à mon avis, la question des décennies à venir. C'est la dégradation des emplois de service qui est largement à l'origine des populismes aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et donc pour ça, il faut repenser des trajectoires, il faut peut-être renouer avec des formes de planification et il faut même, je vais vous faire hurler peut-être certains d'entre vous, ne pas totalement exclure de temps en temps des grands projets s'ils sont pertinents. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est plus qu'une timidité, quoi, une espèce de démission de l'État ou des États, en France en particulier, me paraît problématique. Alors, 3 pistes très rapidement. 1, je pense qu'il y a un potentiel considérable de création de valeur dans les coopérations interterritoriales. C'est de l'addition des territoires de proximité, ça c'est pas possible. Multiples exemples. Entre les métropoles et les zones peu denses, au lieu de s'envoyer la figure que les prédateurs ou les proies, les théories du ruissellement et tout ça, ça rime à rien. Il y a énormément de valeur à créer dans les coopérations, par exemple entre les industries qui sont plutôt dans les zones peu denses et les services qui sont plutôt urbains, évidemment sur le domaine de l'alimentation, des nouvelles énergies, de la circularité, etc., avec les limites que j'ai dit tout à l'heure. Il y a mettre en réseau toutes ces économies de proximité, ça commence à se faire, mais ça se fait encore beaucoup trop peu. Il y a quand même une forme de localisme
un peu de repli parfois. Et puis il y a aussi, ça c'est un thème qui m'est cher, on pourrait aussi travailler davantage. Il y a aussi beaucoup de création de valeur et de choses nouvelles à faire si on considérait nos métropoles et nos zones métropolitaines comme un véritable ensemble qui serait relativement facile compte tenu des liens très forts qui existent via le TGV notamment. Bon, ça reste assez classique, mais c'est aujourd'hui un sujet que les élus commencent à prendre en charge, par exemple en parlant de réciprocité, de contrats de projet entre les métropoles et les zones environnantes. Là, je pense on sort, vous voyez, du local au local, mais il y a un potentiel considérable. Deuxième aspect plus général peut-être, amplifier les tendances positives de l'économie que j'ai appelée hyper-industrielle. Alors, en un mot, c'est quoi? C'est l'idée que dire que la distinction aujourd'hui industrie-service n'a plus de sens, qu'on est dans un modèle beaucoup plus unifié. Et là, il y a des choses inquiétantes et il y a des choses positives, comme toujours. Et je pense qu'il faut prendre appui sur les choses positives. Et en particulier, il y a, je pense, cette tendance générale de servicialisation, y compris de l'industrie. Au fond, on passe d'une économie des objets à une économie des usages. Certains disent de l'expérience, de la possession à l'accès. On voit bien que sur la mobilité, par exemple, le problème n'est pas continuer à fabriquer à tout prix des voitures, même électriques. Le problème, c'est d'arriver à imaginer une société dans laquelle c'est la mobilité qui est partagée. Ça passe par le partage de la voiture, le rôle des données peut être très important, etc. Bon, certains ont exploré ça sous le nom d'économie des fonctionnalités, qui d'une certaine façon est dans la logique aujourd'hui des entreprises. Sauf qu'il faudrait évidemment l'accentuer, la favoriser, etc. Ça, c'est fondamental, mais c'est pas local au local. Et puis, surtout, c'est mon dernier point, et c'est ça la thèse que je défends aujourd'hui, c'est on devrait jouer beaucoup plus résolument la carte de ce que j'appelle l'économie humano-centrée. Je ne suis pas le seul à utiliser ce terme, que Robert Boyer, dans son livre récent, il avait d'ailleurs utilisé ce terme avant, il parle d'économie anthropocentrée, c'est toujours la même idée. C'est de dire, au fond, quand on regarde aujourd'hui les secteurs qui se développent spontanément, ce sont des secteurs qui ont comme caractéristique d'être centrés sur les individus et qui forment une configuration assez différente de ce qu'on a connu dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, moi je dis souvent, c'était l'économie, garage, salon, cuisine. On a changé notre mode de vie avec des tas d'objets formidables. On continue, d'une certaine façon, on voit bien qu'on arrive à la limite de ça et que cette économie des usages aujourd'hui, elle va très largement, elle rentre de plus en plus vers l'intimité des individus, la santé, qui n'est pas seulement la médecine, le bien-être, l'alimentation, au-delà de la subsistance, l'éducation, le divertissement. Je rajoute la mobilité parce que je pense que la mobilité fait partie aussi des besoins, on peut dire, fondamentaux. Je suis très opposé à l'idée d'immobilité qui maintenant commence à être récurrente. La sécurité, mais aussi tout ce qui concerne les conditions d'existence. Font certaines entreprises disent aujourd'hui, et même si on m'interroge sur quel est l'avenir de l'industrie, je dis l'avenir de l'industrie c'est la santé et la ville, principalement. C'est plus que la fabrication de tas d'objets et sous une forme servicielle, mais appuyée sur aussi des objets industriels. Alors moi j'utilise un peu ce petit schéma et de dire au fond il y a un double constat, c'est-à-dire que cette économie très centrée sur les individus, c'est une économie aussi des liens et des relations, et puis des systèmes. Parce que la data, évidemment, joue un rôle. Si vous prenez la santé, vous voyez que la santé va être de plus en plus individualisée, mais en même temps, elle se fait dans un système d'organisation générale, et elle se fait énormément à travers des liens, les liens entre les individus eux-mêmes, entre les individus et le corps médical, entre les différentes structures, etc. Il y a cette économie de l'individu. Son paradoxe, c'est que pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de collectifs. Et ce collectif, il est en grande partie territorial. Voilà. Alors, et le territoire, là, il a on peut prendre le cas de la santé, on le voit parfaitement dans la pandémie. La santé, c'est une politique nationale, mais c'est surtout, d'abord, il y a des différences considérables dans les territoires du point de vue de la santé. Et puis, ça ne peut se gérer intelligemment que à travers des systèmes relationnels, des nouveaux emplois qui sont des emplois relationnels essentiellement. Et puis,
pourquoi pas le numérique et la data pour booster tout ça, sachant que derrière, les GAFA sont en embuscade. Parce que c'est ça, les GAFA, ils ont bien compris que c'était ces domaines-là qui étaient aussi les domaines de l'avenir. Et donc là, la bataille, elle va être entre une économie numérique dérégulée et aveugle, comme on le voit aujourd'hui, et puis une organisation. Et là, le territoire joue un rôle très important. Et avec un double aspect, c'est-à-dire qu'il est à la fois le laboratoire, on parle de territoire laboratoire à l'échelle 1, etc., tout ce que vous voudrez, parce que c'est dans le territoire qu'on va inventer les choses, mais en même temps, ça peut être tourné vers l'exportation et dans un monde global. Il s'agit pas là, on n'est pas dans le localisme fermé, hein. On est dans quelque chose qui est aussi, on peut inventer des méthodes, inventer des logiciels, développer des normes qui peuvent ensuite servir comme base de projection dans le reste du monde et pour des formes nouvelles de globalisation dont on a absolument besoin. Ça veut dire qu'il faut élargir la notion de base productive. Et c'est très étrange au fond qu'on pense les secteurs socialisés. Alors c'est justement parce qu'ils sont socialisés qu'on ne paye pas directement de notre poche. Et c'est les secteurs qui connaissent la plus forte croissance aujourd'hui, en réalité, des dépenses. La santé, l'éducation, on les considère comme des charges ou des prestataires de services pour l'économie productive vraie, quoi. Alors, si vous voulez, quand je suis réparé par un chirurgien, au fond, c'est une charge et on me remet en état pour que je sois productif, mais quand ma voiture est réparée par un garagiste, là, on est dans la vraie économie productive. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces secteurs que je vais citer sont, en fait, ces secteurs humano-centrés sont désormais le cœur de la nouvelle économie, mais de l'économie, de toutes les formes économiques, et sont les secteurs essentiels de création de valeur, quoi, pour le futur. Et ça amène aussi à repenser un peu cette fameuse distinction entre activité résidentielle et exportatrice qu'on trouve dans les modèles que vous connaissez, certains d'entre vous sans doute, que des gens comme Laurent Davzy ou d'autres ont beaucoup utilisé. Finalement, on voit que le résidentiel, le local, les territoires au sens de mon triangle de tout à l'heure, eh bien, ça peut être des bases d'exportation aussi par le biais de ces activités qui sont la mobilité, par exemple l'organisation de la mobilité. Après tout, Uber est une start-up qui est née à San Francisco pour les déplacements de San Francisco et qui a réussi à conquérir le reste du monde. Je dis pas que c'est le modèle à suivre. Je dis qu'il faut un peu, on est amené, en fait, vous voyez, à repenser cette distinction. Voilà, j'ai été trop long, je vous remercie pour votre attention, mais comme je ne me vois pas, je ne contrôle pas non plus forcément le temps. Alors j'arrête le partage et je reviens à l'écran. Merci beaucoup Pierre. Et non, tu n'as pas été trop long, tu as été exactement dans ce qu'on avait convenu. Je vois le chrono là. C'est absolument parfait, tu es exactement dans le temps qu'on avait convenu, à quelques secondes près carrément. Et ouais. Donc c'est absolument parfait, merci. Et merci beaucoup pour cette présentation qui était particulièrement large et en fait je trouve que on a il y a beaucoup d'éléments que tu as présentés avec lesquels je suis d'accord, dans lesquels je me retrouve. Mais je vais, en attendant que les questions arrivent dans le chat davantage, je vais profiter de ma position et je vais te faire part d'une remarque de quelque chose que je voulais te demander. En fait, la France, depuis quelques années, a eu un effondrement industriel qui est absolument extraordinaire. Tu en as parlé, tu l'as évoqué. Moi, quand j'étais étudiant, on se gaussait de l'Italie, de la place de l'Italie qui avait une petite industrie, mais aujourd'hui, on est nettement moins industrialisé que l'Italie. Donc, on est arrivé à passer d'une économie industrielle à une économie de services très très forte, et ça pose pas mal de problèmes, bien sûr, en termes de richesse. Et en même temps, comme tu le dis, on voit apparaître cette montée des initiatives dans les territoires. L'économie circulaire, les économies de proximité, les circuits courts, la méthanisation, des choses comme ça, plein de choses au niveau local, mais qui restent quand même très 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 infra-régional, même infra-territorial, etc. Donc moi je me fais un petit peu l'avocat du diable et je me dis que finalement, est-ce que cette montée des territoires, elle est bien compatible avec l'esprit français, si je puis dire,
ou en particulier l'organisation verticale très finalement très jacobine à la française, qui était marquée par des décisions qui s'appliquaient d'en haut, mais des grandes décisions, qui a parlé des grands projets, le TGV, Ariane, etc. Alors il y a eu des échecs, hein, comme le plan calcul ou Fos-sur-Mer, mais des grandes réussites aussi, qui ont entraîné quand même une diffusion de richesses qui s'est pas limitée aux métropoles, par exemple, ou qui s'est pas limitée à quelques endroits, mais qui a irrigué le territoire, hein. Par exemple, il n'y a qu'à regarder Airbus, à quel point ça a aidé à développer tout l'ouest de la France, et en particulier tout le sud-ouest, qui a été largement développé par l'aventure d'Airbus. Donc finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à front renversé en voulant aller dans une dimension plus XXIe siècle, entre guillemets, c'est-à-dire en s'ouvrant sur les initiatives locales, mais quelque chose qu'on est incapable en réalité de prendre en compte parce que notre structure politique, qui est très verticale, n'arrive pas à faire corps avec ces territoires, comme on le voit un peu dans la crise du Covid. Hein, on a beaucoup de difficultés à faire face aux inégalités territoriales et aux initiatives des territoires. Et donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas mieux revenir quelque part à quelque chose, à une planification à la française, avec des grands projets industriels, peut-être autour d'initiatives numériques ou autres, mais qui seraient impulsées par l'État et qui entraîneraient à ce moment-là peut-être une fusion de richesse sur les territoires quand même. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Je peux répondre sur plusieurs points. Le premier, c'est que moi, je relativise la notion de désindustrialisation. C'est un des thèmes de mon livre qui s'appelle La société hyper-industrielle. Alors, il est incontestable que on a perdu beaucoup d'emplois, mais essentiellement faut quand même rappeler que l'essentiel des pertes d'emplois viennent de gains de productivité et pas mais il y a aussi incontestablement des pertes de parts de marché, notamment dans les biens de consommation courante. Bon, pas les seuls, il y a des entreprises qui résistent. On peut produire en France des biens de consommation courante, on n'est pas obligé de tout produire en Chine. Et d'ailleurs, progressivement, on voit qu'il y a une forme de recentrage aussi, peut-être sur l'Europe de l'Est. Voilà. Mais pour le reste, je pense que la désindustrialisation, c'est essentiellement donc une diminution en emploi, en volume et en prix, c'est déjà beaucoup moins net. Et surtout, je reviens une seconde sur cette idée que j'ai évoquée en passant, qui est au fond du modèle hyper-industriel, c'est-à-dire que la frontière aujourd'hui entre industrie et service, elle est de plus en plus artificielle, c'est-à-dire une grande partie des services travaillent pour l'industrie, une grande partie des services s'industrialisent au sens du fonctionnement des normes, etc. Et l'industrie, comme je l'ai évoqué, se servicialise en ce sens qu'il y a de plus en plus des modèles économiques qui consistent à vendre du service plutôt que des objets directement. Hein, c'est l'économie des fonctionnalités, j'ai un peu évoqué ces points-là. Et en réalité, on compte pas non plus, en général, dans les chiffres de l'industrie, on compte pas les utilities, on compte pas EDF, on compte pas Veolia ou que sais-je. Et en réalité, quand je me suis amusé à faire un peu le total de ce qu'on obtient quand on prend l'industrie manufacturière stricto sensu, et les services fortement industrialisés qui travaillent pour l'industrie, on a pas aussi désindustrialisé que ce qu'on dit. On arrive à un taux global de la valeur ajoutée qui est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire pas très différent de l'Allemagne, avec une différence qui est que l'Allemagne est plus sur le manufacturier traditionnel et nous on est un peu plus sur les services industrialisés. Et c'est pas sûr d'ailleurs que ce soit forcément définitivement à l'avantage de l'Allemagne, ça dit au passage. Voilà. Donc il faut un peu relativiser ce discours extrêmement négatif sur la désindustrialisation. Deuxième remarque, comme je l'ai montré tout à l'heure avec les deux cartes de Dazi, c'est pas un processus d'érosion constant et de descente aux enfers continue. Il y a en même temps du renouvellement très important. Et il se crée
régulièrement en France. Le solde de l'emploi réel dans les années qui ont précédé la pandémie en 2019, et même avant, je crois, a été positif. Et en emploi et en unité, il a été nettement positif. On a ouvert plus d'usines qu'on en a fermé, puis des centres logistiques, etc. Donc, faut arrêter de dire qu'on est un pays massivement désindustrialisé. Ça n'est pas vrai, et l'industrie reste quand même tout à fait importante et active sur beaucoup de territoires, avec de beaux fleurons, parfois dans des endroits improbables. J'ai cité la diagonale du vide tout à l'heure. Là, quand vous allez à côté de Chaumont, en Haute-Saône, vous avez un cluster de la prothèse, d'anciens fondeurs, à nos gens, c'est des fondeurs, il y a un savoir-faire de fonderie. Aujourd'hui, ils ont une position extraordinaire dans la fabrication de prothèses chirurgicales au niveau européen et même mondial. Donc, il y a des tas de boîtes extraordinaires qui arrivent à fonctionner dans des petites villes, etc. On n'a pas la même densité qu'en Allemagne, en particulier, on n'a pas les entreprises de taille intermédiaire aussi nombreuses qu'en Allemagne, ces entreprises familiales qui sont un peu le cœur de la puissance industrielle allemande, mais qui sont aussi parfois un peu conservatrices, quoi. Voilà. Donc il y a du renouvellement et l'industrie existe. Alors ensuite, l'enjeu aujourd'hui, c'est de mieux connecter services et industrie, de les faire travailler ensemble. Et là, je pense qu'on a des gros progrès à faire. Alors deuxièmement, tu parles du modèle jacobin. Pour moi, le modèle jacobin, il est fini. C'est une fiction maintenant, le modèle jacobin. Le problème, c'est plutôt que l'État n'arrive plus à embrayer véritablement sur ce qui se passe dans les territoires. Non seulement il n'a plus de capacité vraiment de proposition, mais le pouvoir, il est passé du côté du local, en réalité. Il y a toujours un pouvoir normatif et une espèce de production normative extraordinaire et un peu cancéreuse, on va dire, quand même, au niveau national. Mais c'est un signe d'impuissance plus que de puissance. Je pense que si on prend d'ailleurs les agglomérations, c'est la même chose. On a parlé, moi c'est un sujet que je connais bien, on a parlé de la propos du Grand Paris, de la prise de pouvoir de l'État sur l'agglomération francilienne. En réalité, le pouvoir il est totalement dans les mains des élus régionaux et surtout communaux. Le pouvoir d'urbanisme, par exemple, est totalement dans les mains des élus. On a un exemple qui est évoqué tout à l'heure, Saclay. Il faut savoir qu'à Saclay, l'établissement public, avec ses maigres moyens, a plus un rôle d'incitation qu'autre chose. Et les PLU, l'usage concret des sols, on fait ce qu'on a le droit de construire et pas le droit de construire, c'est à 100%, pas à 99%, à 100% dans les mains des élus communaux. C'est le maire de Gif qui a décidé qu'à l'ENS Cachantes, à l'ENS Paris-Saclay, pour parler d'un sujet qui est en lien avec cette conférence, c'est le maire de Gif, tout à fait respectable au demeurant, qui a dit il n'est pas question de mettre un étage supplémentaire à l'ENS parce que la hauteur doit pas dépasser celle de Supélec. Un peu de hauteur supplémentaire nous aurait permis d'être moins consommateur d'espace. Et moi, quand je vais à Saclay aujourd'hui, l'autocritique que je fais, c'est que c'est pas suffisamment dense. On bouffe beaucoup d'espace, très peu d'espace agricole, heureusement, mais parce que on nous a imposé des normes de densité extrêmement basses. Quand on a essayé de faire une résidence étudiante un peu en hauteur, il y a des gens qui ont défilé dans les rues de Palaiseau, et la maire de Palaiseau s'est exécutée et nous a empêchés de construire à plus de cette jauge très très basse qu'on a aujourd'hui sur le plateau. On peut discuter, mais voilà. Donc on n'est plus, et regardez ce qui se passe avec le plan de relance et la loi climat, etc. Au fond, l'État va déverser de l'argent, mais sur des projets locaux, dont on peut se demander s'ils seront capables d'absorber tout ça, mais sans véritablement donner d'orientation, la rénovation énergétique des bâtiments. Mais après, on va essayer de canaliser, de channeliser l'argent vers les territoires, mais l'État n'a plus véritablement de capacité de proposition. Il y a une espèce de timidité. Sur la question des mobilités, j'illustre un peu ce que je disais en disant parfois on a besoin de grands projets. Quand on regarde où est la consommation aujourd'hui,
Vous savez que c'est un problème majeur, évidemment, puisque c'est le secteur le plus difficile à se décarboner. Bon, sauf si on passe tout à l'électrique, mais on ne va pas le faire d'un seul coup. Et donc, tant qu'on reste dépendant du pétrole, ben c'est extrêmement difficile. Mais où sont les consommations? Elles ne sont pas dans les cœurs de ville. Donc, c'est très bien de faire du vélo dans les cœurs de ville, mais ça change un peu, pas grand-chose à l'équation d'ensemble. Elles sont essentiellement dans les grandes périphéries des villes. Et si on prend les déplacements automobiles, kilomètres parcourus, en consommation de carburant, en émissions de gaz à effet de serre, dans la périphérie de Lyon, du Grand Paris évidemment, mais de Lyon, d'Aix-Marseille, regardez la circulation entre Aix et Marseille, autour de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, vous avez une très grande partie de l'enjeu. Or, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait, moi je plaide pour qu'on mette en place des grands projets de type RER. À Lyon, les TER sont absolument bourrés et c'est l'insuffisance de l'offre de TER aujourd'hui qui fait que les gens se reportent massivement vers la voiture individuelle. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'est pas capable de dire faisons ça, ce serait des grands projets. Alors il y aura des contestataires, il y a des gens qui diront oui mais c'est absurde, etc. N'empêche que si on veut s'attaquer sérieusement à la question des mobilités, le fait est faire un vrai basculement vers les transports collectifs, eh bien il faut upgrader assez massivement l'infrastructure. Et parfois elle existe. Sur Aix-Marseille, mon camarade de Vincent Fouchier avait fait une très belle étude au moment où on a mis en place la pôle d'Aix-Marseille, dont personne ne veut, à tort, en montrant comment on pouvait organiser, sur la base d'infrastructures largement existantes, mais qui ont été abandonnées, un véritable système RER à l'échelle de cette agglomération. Quand vous allez en Allemagne, Mayence, oui c'est ça, Mannheim, pardon, je voulais dire Mannheim, Ludwigsburg, Heidelberg, un coin que je connais bien. Ben, vous avez des RER, vous avez des trains qui circulent partout, les gens montent en vélo dans les trains, etc. Pourquoi on est incapable apparemment, de faire ces projets? Donc on n'est pas dans un état jacobin, on est dans un état jacobin un peu défraîchi, quoi. Voilà, je trouve que c'est regrettable. Mais voilà, je suis trop long dans mes réponses. Il y a d'autres questions. Dans le chat, il y a pas mal de questions. Du coup, je vais en prendre une qui a un peu à voir avec la dernière discussion par Marjorie Jouen. Parler d'interdépendance pour qualifier certaines dépendances à l'échelle mondiale, technique ou économique, industrielle, qui ont été créées de toutes pièces au cours des 3 dernières décennies, n'est-ce pas trop rosir une situation dégradée et encourager à ne pas tenter de changer les choses? Alors d'abord, je salue Marjorie, que je suis pas vu depuis très longtemps, on s'était croisés quelques fois, notamment à Bruxelles. Oui, bien sûr, il y a mais ces interdépendances, elles existent, il faut les réduire certainement. Bon, il y a la question par exemple, mais qui était connue des spécialistes, et même de beaucoup de gens, de la dépendance par exemple en matière de médicaments, plutôt des médicaments d'ailleurs ordinaires que les médicaments sophistiqués, puisqu'on a sous-traité à des fabricants de, on appelle ça, de principes actifs chinois, parce que ça coûte rien, donc quand ça coûte rien, ça rapporte rien, et donc autant diminuer. Enfin, c'est des paradoxes un peu absurdes comme ça. Donc ces dépendances-là, évidemment, elles sont tout à fait excessives, et la mondialisation, comme elle s'est développée au cours des 20, surtout avant la crise de 2008, en fait, a certainement été trop loin. Mais en même temps, et on voit des évolutions. On voit une première évolution qui est une spontanée de la part des entreprises, qui est de tirer sur des systèmes de supply chain à échelle plus continentale, enfin régionale. En gros, il y a un peu la factory nord-américaine, la factory Europe, et puis la factory Asie de l'Est, avec la Chine qui gagne en particulier parce qu'elle continue à alimenter assez massivement l'Europe et ses interdépendants. Et donc, on sort de ce système on va échanger moins de composants, je pense, à l'échelle mondiale. Par contre, on va échanger des informations. Et puis de la recherche. Si je reprends le Covid, c'est quand même bien que d'interdépendance pour la recherche et tout ça. Et on a besoin de mondialisation, absolument besoin de mondialisation pour gérer des biens publics mondiaux comme la santé ou le climat. Mais on a besoin d'une autre forme de mondialisation. Mais elle évolue, comme je dis, du côté des entreprises elles-mêmes. Et puis on va, à mon avis, vers des schémas
de production plus distribuée et plus proche des marchés. C'est-à-dire qu'on va avoir des schémas de globalisation plus décentralisés, plus distribués, qui sont notamment liés avec la robotisation. C'est bizarre parce que nous, on considère que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les pays développés, c'est une nouvelle catastrophique pour les pays pauvres. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec la robotisation, eh bien, la capacité de produire à proximité des marchés riches est accessible maintenant, indépendamment des coûts du travail. Et donc, si on arrive à robotiser massivement l'habillement et à faire des circuits courts habillement, ben c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour le Bangladesh. Il faut quand même aussi voir cet aspect-là des choses. On a aussi ce phénomène qui est le développement de ce qu'on appelle les jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, une pièce mécanique, par exemple, c'est d'abord un logiciel, et après, vous mettez ce logiciel sur n'importe quelle machine-outil, il vous reproduit la pièce à coût moindre que s'il fallait la transporter d'un endroit de la planète à l'autre. Donc ça, c'est des changements absolument majeurs qui fait que, à mon avis, la globalisation n'est pas du tout morte, mais elle va prendre des formes différentes, plus écologiques certainement, mais qui vont poser de problèmes sociaux pour les pays en développement et les pays pauvres. Et puis il y a des interdépendances qui sont aujourd'hui très peu développées. Jean-Louis Guillou, que les gens du monde de l'aménagement du territoire connaissent bien, plaide depuis des décennies maintenant, un peu dans le vide, malheureusement, sur le fait qu'il faudrait parler de globalisation nord-sud et pas seulement est-ouest, et que on aurait intérêt à partager nos chaînes de valeur davantage avec le Maghreb, l'Afrique, etc. Ce qui commence à se faire, hein, mais peut-être pas suffisamment. Voilà pour ma réponse à cette question de Marjorie. Je ne rosille pas la situation, mais je dis qu'on ne va pas non plus s'en sortir uniquement avec des économies de proximité néo-artisanales. Même si c'est quelque part, il y aura un continuum d'ailleurs. Bon, il y aura des formes plus variées. Mais il faut aussi penser les choses à l'échelle européenne. Il faut être capable d'accueillir ces nouveaux systèmes distribués et il faut le penser à l'échelle nationale. On n'a plus de pensée non plus de l'organisation à l'échelle nationale. Si je prends la question des déchets, de la circularité. La question de la circularité, elle ne peut pas être pensée uniquement à l'échelle des agglos. Je donnais une petite indication tout à l'heure. Aujourd'hui, les circuits des déchets, comme vous savez, ils sont réalisés. Le grand événement, ça a été le jour où la Chine a dit qu'elle ne voulait plus être le réceptacle des déchets, donc il a fallu trouver d'autres solutions. Mais il est évident que c'est des schémas qui doivent être pensés pas seulement à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Et on n'a pas vraiment ça. De même, on n'a pas vraiment de schéma logistique à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour, en effet, comme dit notre ami André, peut-être revenir à une forme effectivement de planification. Et merci Pierre. Alors on prend une autre question. Donc je vois une question d'Antoine Bresse. La difficulté de cerner l'enjeu du local ou les travers du localisme ne vient-elle pas de la difficulté d'en proposer une définition ou d'en esquisser l'échelle? Une métropole n'est-elle pas elle-même une localité? Des échelles donc là. Oui, la question des échelles est l'éternelle question. Les gens qui travaillent sur ces sujets ont l'habitude de dire qu'il n'y a jamais de bonne échelle, et toutes les échelles sont bonnes. Ce qui est à la fois très intéressant dans le localisme, parce qu'encore une fois, moi, vous comprenez bien, j'espère que moi j'ai une position balancée là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas comme certains de dire bon tout ça c'est bien gentil, mais on amuse la galerie, ou comme d'autres de dire il n'y a plus que ça et tout le reste. Non, je pense qu'il y a véritablement une force de changement très importante, qui encore une fois se fait largement maintenant en dehors de l'État et même d'une certaine façon de la sphère publique. Moi, je suis émerveillé un peu par ces initiatives qui se prennent partout, qui sont souvent extrêmement créatives et qui créent des nouveaux types d'emplois aussi, qui créent de nouveaux types d'entreprises, de nouvelles façons de travailler et qui croient profondément son rapport avec cet enjeu. Alors, de l'écologie, mais aussi de la maîtrise de ces conditions de vie, de ces trajectoires de vie, etc. Alors ça, je crois que c'est vraiment un changement absolument profond. Mais en même temps, de temps en temps, ça peut se traduire par une forme. Ce qui va pas, c'est quand on dit finalement, on devient autosuffisant, on fait notre truc, et puis les autres ils se débrouillent. L'autosuffisance, ça marche pas. Et en plus, c'est problématique sur le plan c'est problématique sur le plan de l'efficacité, c'est problématique sur le plan. Vous savez, est-ce qu'on va se passer d'ordinateur? Est-ce qu'on va se passer moi, quand je vois certaines
certains radicalismes un peu utopistes, qui sont intéressants. Hein. Encore une fois, c'est ça qui fait bouger les choses. Alors parfois, ça a des résultats bizarres. Hein. Je rappelle que la révolution numérique, le mouvement hippie a joué un rôle très important. On n'est plus vraiment dans cette culture-là. Hein. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on va se passer de café? Est-ce qu'on va se passer de chocolat? Est-ce qu'on va se passer d'ordinateur? Est-ce qu'on va se passer de portable? Est-ce que l'Europe n'a pas raison de dire notre dépendance en matière aujourd'hui de microélectronique est un problème et donc il faut qu'on réactive une activité microélectronique européenne qui soit compétitive, sinon on va être complètement dans les mains des Chinois et des Américains, ce qui est quand même le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut pas, voilà, donc il faut jouer sur tous ces tableaux. Et encore une fois, je crois que des domaines comme la santé, par exemple, on les prend aujourd'hui de manière incroyablement comptable. Quoi. C'est ça qui ne va pas. Si vous allez sur le site du Danemark, les sites du Danemark, par exemple, les sites gouvernementaux du Danemark, vous verrez, il y a une stratégie Healthcare Danemark qui est extrêmement intelligente parce que ils ont compris que c'était un élément de compétitivité. C'est pas seulement pour soigner la population, pour être en meilleure santé, c'est un élément de compétitivité internationale extraordinaire. On a arrêté d'investir suffisamment, par exemple, dans le domaine pas seulement des hôpitaux, mais de la recherche en santé, etc. On n'est pas aussi décroché que certains disent. Hein. Il faut quand même faire attention. Et c'est des domaines, il faudrait qu'on sorte des raisonnements comptables. Même chose pour l'éducation. L'éducation, c'est un des grands marchés planétaires en développement aujourd'hui. Alors, soit on est présent, soit on n'est pas présent. Moi, je pense qu'il faut pas, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Je pense que le local est un opérateur extrêmement puissant, parce que c'est formidable, mais en même temps, il ne faut pas qu'on abandonne toute ambition autre, ne fût-ce que pour les raisons écologiques, parce qu'encore une fois, on pourrait démontrer de manière précise l'addition des mesures locales de tout le localisme vert aujourd'hui ne nous fait pas entrer dans une société véritablement de sobriété. Et donc, il faut des choix à d'autres niveaux. Et moi, mon pari, hein, c'est ça que j'explique dans mon dernier livre, c'est que ces économies, ces secteurs humano-centrés, outre le fait d'être capables de produire des emplois, sont aussi potentiellement, s'ils sont bien gérés, intelligemment gérés, beaucoup moins pesants pour la planète, beaucoup plus légers en termes de consommation de ressources et de carbone, plus respectueux potentiellement de la biodiversité que nos économies traditionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement l'aéronautique et l'automobile, mais quand même, entre nous, c'est pas les industries de l'avenir. D'accord, il y a une remarque, il y a une réaction et une remarque que tu avais faite tout à l'heure quand tu as dit que les maires avaient tous les pouvoirs et finalement les élus locaux avaient tout le pouvoir. Donc il y a une remarque d'Estelle Coton qui dit les maires n'ont pas tous les pouvoirs en termes d'urbanisme, loin de là. Pour ceux qui ont un budget limité, ils doivent demander des prêts qui ne sont acceptés que ce qui est rentable sur le court terme en général. Et puis il y a une remarque liée sur l'étalement urbain. Sur l'étalement urbain, avant de réfléchir à la densité des nouvelles constructions, ne faut-il pas regarder les vacances de logements et des commerces qui permettraient de redynamiser les centres? N'y a-t-il pas une transformation à inciter vivement auprès des promoteurs de la construction neuve vers la réhabilitation? Oui, je suis d'accord avec ces deux remarques. Quand je dis les maires ont tous les pouvoirs en matière d'urbanisme, c'est en termes juridiques. Hein. Le maire d'une petite commune, puisqu'on est à Saclay, là, mentalement en tout cas, le maire de Saint-Aubin, quand je suis arrivé, m'a dit « Pierre, on est bien d'accord, on ne fera rien sur Saint-Aubin ». Bon, rien sur Saint-Aubin, même si Saint-Aubin aurait été peut-être un site intéressant pour installer telle ou telle activité. Bon, mais c'est comme ça. En revanche, évidemment, avec son budget ridicule, la mairie de Saint-Aubin ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'aménager, d'ailleurs très joliment, très coquettement, les abords de son église et de sa mairie. Hein. Et donc, l'égalité juridique ne veut pas du tout dire l'égalité réelle. Et c'est d'ailleurs le problème aussi, c'est que justement, quand on n'a pas de structure intercommunale véritablement forte, en dehors mais encore, de certaines grandes villes de province, mais ni dans les petites villes, ni dans le monstre parisien, il y a de pouvoir intercommunal fort. Et donc, ça augmente l'inégalité entre les communes, parce que vous avez celles qui sont capables, effectivement, dans les ressources suffisantes pour
à capter des projets, faire des projets par elles-mêmes, et puis celles qui n'ont pas les ressources. Et voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment un problème majeur, mais que les Français perçoivent extrêmement mal parce qu'on l'explique jamais. Ça. On l'explique jamais. Et le discours officiel, c'est de dire ah ben c'est l'État sert de bouc émissaire dans cette affaire. Sur l'étalement urbain et la densité, je pense qu'il faut sortir un peu des images toutes faites. Hein, c'est la même chose. Bien sûr, on va pas. D'abord, les Français aiment les maisons individuelles. Les urbanistes détestent les maisons individuelles. Donc il a raison. Moi, je pense quand même que si les gens aiment les maisons individuelles, c'est pour d'assez bonnes raisons. C'est parce que ils considèrent que c'est mieux pour élever les enfants quand ils sont petits qu'il y a un petit jardin, qu'ils n'ont pas forcément envie d'être dans des zones très très denses, etc. Le problème, c'est pas la maison individuelle. Vous allez en Allemagne, vous avez énormément de maisons individuelles. Le problème, c'est la façon dont vous allez laisser se disperser n'importe où dans la nature. Je répète ce que j'ai dit. Le problème, c'est pas l'étalement urbain. Le problème, c'est l'absence à peu près complète de coordination entre le développement urbain et le développement des ports massifiés. À Saclay, on a regardé avec les différentes entreprises qui étaient là, on a regardé les fichiers pour voir qui est-ce qui venait en transport en commun. Bon, pour l'instant, le RER dans la vallée, mais ce sera la même chose quand le métro sera sur place. Et qui vient en voiture? Eh ben, ce sont les cadres, et notamment les cadres sup qui viennent en transport en commun. Et les autres viennent en voiture. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se payer un logement à Bourg-la-Reine ou à Paris sur une ligne de transport en commun, ben, c'est beaucoup plus cher que dans un lotissement sur le sud du plateau. Voilà. Donc tout ça, c'est ça, il faut regarder les choses de manière systémique et pas avoir une obsession sur la densité versus la maison individuelle, etc. Deuxièmement, la remarque de C'est France, hein, c'est ça, est tout à fait juste. Je pense qu'il faudrait que les promoteurs, les gens d'immobilier, alors c'est très enserré par un carcan normatif, soient un peu plus imaginatifs, quoi. Un immeuble, c'est aujourd'hui une ressource pour un territoire. Par exemple, on a proposé, il y a un certain nombre de gens qui ont proposé, on a repris ça, de dire, quand on fait aujourd'hui un immeuble de logement ou un immeuble de bureau, on devrait inclure, par exemple, des locaux collectifs pour accueillir des tiers activités, des choses comme ça. Ça n'existe pas. Ne fût-ce que, par exemple, on le voit en ce moment avec la question de l'Internet, du travail à distance. Une bonne façon de réduire l'inégalité entre les gens qui travaillent à distance dans des conditions confortables depuis leur maison de campagne ou leur appartement parisien bien aéré, etc. Et ceux qui sont entassés dans des petits logements avec les gosses, etc. Ce serait d'avoir des locaux collectifs à disposition dans les immeubles où on puisse simplement brancher son ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs sophistiqués, des tiers-lieux avec des WeWork ou je ne sais pas quel label à la noix. Il suffirait d'imposer que dans chaque immeuble ou au moins à l'échelle des îlots, il y ait des locaux collectifs disponibles pour ce type de choses où vous puissiez vous installer confortablement, brancher votre ordinateur et retrouver des conditions de travail. On a bien énormément de choses comme ça à faire. Bon, ça, c'est une proposition très concrète, là, qui a été faite par les gens de Plateau Urbain, ceux qui ont lancé la pétition. On est nombreux à l'avoir signée. On a essayé de la vendre à Emmanuel Margot récemment. Je pense qu'il va y avoir des évolutions comme ça. C'est plus important que de dire on va densifier. Parce que je suis pas sûr que les gens veuillent vraiment de la densité. Ok, bon, on continue à te balader un peu. Il y avait une autre question qui me paraît intéressante alors de Marjorie Jouin, qui était sur le type des emplois, notamment les emplois tertiaires dont j'ai parlé, les emplois de service. Là, je voudrais en dire un mot parce que c'est stratégique, ça. La question, c'était... Oui, alors il y a aussi la question, est-ce que l'économie humano-centrée ne va pas créer des nouvelles inégalités? Très bonne question. Et puis, il y avait la question... Ça continue à dérouler derrière. Le présupposé sur la création des emplois plus qualifiés n'est-il pas exagéré? Si on se base seulement le niveau de qualification des employés, en presque 30 ans, Bac+2 est devenu Bac+5 sur le véritable contenu, quitte des emplois Uber qui ont explosé, etc., dans les services et les transports. Ça, je pense, c'est totalement stratégique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en France comme dans la plupart des pays développés?
c'est que les emplois industriels se sont réduits effectivement comme peau de chagrin, même si l'industrie elle-même est beaucoup moins, continue à être beaucoup plus présente qu'on croit, mais les emplois, alors c'était des emplois, une partie des emplois qui étaient souvent plus qualifiés, même les emplois artisanaux, etc., qui étaient des emplois un peu classe moyenne. Historiquement, ça a été un peu la base des classes moyennes, on pensait aux États-Unis, etc. Et puis on a vu se développer des emplois tertiaires, dont certains avec une bipolarisation très forte. Certains très qualifiés et bien payés, et d'autres très déqualifiés, alors qu'ils sont en fait des emplois difficiles à tenir. Je pense aux emplois de service à la personne, etc. Moi, j'emploie jamais le mot emploi déqualifié parce que le contenu de l'emploi est en réalité très qualifié, mais ils sont mal valorisés, ils sont mal perçus parce qu'ils ne correspondent pas à des diplômes, etc. Et qu'il y a une offre surabondante qui a fait des effets de marché du travail, tout ce que vous voudrez, qui fait qu'on a cette bipolarisation. Avec une bonne partie de ces emplois qui sont en fait la grande masse de manœuvre aujourd'hui de création des emplois. J'ai parlé des emplois métropolitains supérieurs qui se créent dans d'Avzy à repère dans les cœurs de métropole, mais la masse de création des emplois aujourd'hui sur le territoire, ce sont des emplois de services relativement ordinaires. Et on les a laissés se précariser, entre autres parce que il n'y a pas, dans ce monde du tertiaire, il n'y a pas de rapport de force, par exemple, syndical, comme il y en a eu dans les grandes entreprises industrielles. Ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Donc, ce sont des emplois fondamentaux, mais enfin, c'est ce qu'on a découvert maintenant, entre guillemets, enfin, tout le monde le savait quand même que c'était des emplois essentiels, mais précarisés et peu reconnus. Il n'y en a pas, en même temps que le développement de ces nouveaux secteurs dont je parle, humano-centrés, qui utilisent beaucoup ce genre d'emploi. Si je prends le cas de la santé, par exemple, on voit bien que l'emploi de type relationnel dans la santé, pour la prise en charge des personnes malades, pour beaucoup de choses, pour les vieux, tout ça. Si on n'a pas un effort de requalification, de revalorisation massive de ça, eh ben on va continuer à alimenter les populismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui alimente largement le populisme. Aux États-Unis, c'est ça le drame. C'est ce décrochage de la classe moyenne des services qui n'a pas du tout été capable de remplacer la classe moyenne des bons jobs, très bien protégés en plus aux États-Unis, à moins ce qu'on croit, enfin bien défendus en tout cas syndicalement. Et ça, c'est absolument vital. Donc il n'y a aucune fatalité à ce que ces emplois, dont on parle, là, ces emplois de service, sont des emplois de lien, de relations, à ce qu'ils soient fatalement précarisés, et notamment par le biais des plateformes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que l'économie, ces secteurs humano-centrés, ils vont être un terrain de bagarre. Il ne faut pas les laisser complètement aux plateformes, parce que c'est ça qui risque de se passer. Ils ont l'œil rivé là-dessus. La santé, c'est un Eldorado potentiel fantastique pour les plateformes. Et c'est là que va se jouer la bataille. Donc il faut voir. Mais qui est-ce qui parle de ça aujourd'hui? La revalorisation des emplois de services à la personne, c'est pour moi la priorité économique numéro 1 et politique. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité, mais c'est un grand. Voilà. Je voulais dire ça parce que ça, il faut lier les choses. D'accord, merci. Moi, il y avait une question qui changeait un petit peu de niveau. La question de Josep Maria Alago. On passe du niveau national au niveau local très vite, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour le niveau régional dans l'aménagement du territoire? Je trouve que c'est une bonne remarque et qui fait écho problématique effectivement d'aménagement du territoire, surtout quand on voit le Big Bang à la réforme des régions qui a eu lieu, relativement loupé d'ailleurs, qui a eu lieu il y a quelques années, quoi. Oui, on a une réforme régionale que personne n'a vraiment compris. Je crois que même les gouvernants n'ont pas très bien compris pourquoi ils avaient fait ça. Enfin, on a voulu simplifier, donner un message de, je sais pas quoi, de simplification. On se retrouve avec des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, là, qui vont de Poitiers à Randaille. On ne comprend pas très bien, mais bon. Après tout, c'est peut-être pas le plus important. Je crois que là, en France, la région a toujours eu un peu de mal à trouver sa place, mais je pense qu'elle est en train de la trouver. Parce qu'on voit bien quand même que l'échelle départementale est l'échelle qui reste peut-être valable pour l'administration courante, mais qui est plus véritablement dimensionnée pour lancer par exemple des projets innovants.
Moi, j'ai quand même été frappé de voir dans la crise du Covid comment un certain nombre de régions, alors pas toutes, hein, mais j'ai pas non plus une vision d'ensemble. Mais enfin, j'ai eu l'occasion de suivre certaines régions qui ont vraiment pris les choses à bras le corps et qui en ont profité pas seulement pour essayer de se débattre avec l'État pour avoir une réponse Covid qui soit un peu plus structurée, mais qui en même temps en ont profité pour dire ben, il faut aussi qu'on repense un peu nos priorités économiques, qu'on fasse du développement social, etc. Par exemple, la région Grand Est, bon, j'étais marginalement, mais associé à leur réflexion, ils ont vraiment fait un travail, je trouve, remarquable, quoi. Notamment, par exemple, sur la revitalisation de l'industrie, etc., en impliquant énormément de gens et sous une forme très collaborative, extrêmement intéressante. Bon, en même temps, je crois que si on est réaliste, on voit bien que même si certains présidents de région rêvent, les régions ne sont pas des sous-nations, pas la capacité aujourd'hui. Bon, elle ne redistribue rien non plus, hein, pas grand-chose. Hein. Je répète quand même toujours ça. La nation aujourd'hui, c'est d'abord la solidarité entre les citoyens. Les régions, elles n'ont pas beaucoup de moyens quand même. Hein. Les régions ont des moyens parce que quand on les compare par rapport aux Landers, par exemple. Oui, mais la comparaison est faussée parce que l'Allemagne est un pays vraiment fédéral, on n'est pas du tout fédéral. Et les régions ont quand même des moyens non négligeables parce qu'ils ont des budgets d'investissement essentiellement. Ils ont peu de budget de fonctionnement, ils ont des budgets d'investissement. Et franchement, quand ils veulent faire des choses, s'ils ciblent bien leurs investissements, ils ont quand même les moyens de faire des choses. Et puis ils ont une proximité par rapport au tissu économique. Bon, après, elles sont pas toujours très bien staffées et certaines se rêvent un peu en mini-nation. Et ça, elles n'ont pas les moyens, quoi. Je veux dire, et là, de ce point de vue-là, le local, les métropoles ont peut-être plus de métropoles ou enfin les villes ont peut-être plus de capacité. Voilà. Mais là aussi, il faut que toutes les échelles travaillent ensemble, quoi. Opposer les unes aux autres, ça ne sert à rien. Et je pense quand même que les régions sont en train de. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait vraiment fortement renforcer les régions. Je m'aperçois que ça fonctionne pas vraiment, mais que je pense quand même qu'elles sont en train de monter un peu en puissance et c'est plutôt une bonne chose. Et allez, on prend une dernière question, puisqu'on arrive près de 15h30. Je prends la dernière question de la liste. On a tout seigneur, tout honneur. Je prends la question de Pierre-Guy Bintif, donc le directeur de la MSH Paris-Saclay. Dans la grande bataille, qui se battra contre les plateformes? C'est une bonne question, ça. Et peut-être, oui, qui va porter ce combat? Les sociétés, les États. Hein, je veux dire, c'est sûr que c'est pas à l'échelle de voilà, typiquement, c'est pas à l'échelle l'Europe, les États et les sociétés. C'est fondamentalement les sociétés. C'est-à-dire que d'ailleurs, la bataille contre les plateformes sont utiles aussi. Hein. Mais le problème, c'est de les réguler. Le problème, c'est de ne pas leur laisser tout le gâteau. C'est de comprendre, par exemple, que sur les économies de services, même dans la distribution, par exemple, des choses comme ça, il y a besoin on pourrait créer des emplois d'intermédiation qui seraient extraordinairement utiles. Aujourd'hui, en tant que citoyen, on est quand même un peu tout nu face à ces choses gigantesques, dont certaines fonctionnent admirablement. Amazon, c'est quand même impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est très très difficile de lutter contre un truc qui rend des services aussi éminents, quoi. Vous commandez un truc, vous l'avez le lendemain. Alors, il y a un coût social externalisé qui est gigantesque, parce qu'évidemment, quelque part, le coût, il est reporté, le coût de la logistique, par exemple, est largement reporté sur la collectivité. Donc, il faut encadrer. C'est absolument honteux que ces gens ne payent pas d'impôts. C'est scandaleux qu'ils gèrent leurs salariés comme ils les gèrent. Mais on pourrait imaginer aussi qu'il y ait des formes intermédiaires. Par exemple, la diffusion du numérique. Moi, je trouve que la numérisation, la digitalisation générale des services publics est quand même extrêmement problématique. Vous avez une bonne partie de la population âgée qui absolument qui n'y arrive pas, quoi. Et là, c'est pas les plateformes, là. C'est Orange et les autres, enfin, qui vous parlent un jargon quand vous avez un problème. Je parle d'expérience ces jours-ci. Quand vous avez un problème, ils vous parlent d'abord, ils vous baladent de centre d'appel en centre d'appel. Ils vous parlent un jargon absolument incompréhensible, hein, même quand vous êtes un peu éduqué. Alors, vous imaginez les gens qui n'ont pas
l'occasion de manipuler des ordinateurs, payer des impôts aujourd'hui pour une PME par l'informatique, enfin tout ça. On n'a quand même pas véritablement de souci. Ça pourrait créer des tas de jobs utiles d'intermédiation qui rendraient des services véritablement aux gens, sans que ça relève simplement de l'assistanat ou de la philanthropie, quasiment pour aider les gens qui sont peu formés aux techniques numériques à se dépatouiller avec leurs ordinateurs. Il y a énormément de choses à faire, quoi. Voilà. Bien, ben écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au bout de toute façon. On peut encore en prendre une dernière, mais il est 15h30, donc ça va s'arrêter. Et donc après, il y a moyen également de contacter Pierre par ailleurs, hein, si jamais il y a des questions rentrées ou d'autres. Et je remercie tout le monde d'avoir accepté, d'avoir participé. Il y a encore 92 participants à cette heure-ci, qui est quand même absolument remarquable. Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Donc d'abord d'une longue présentation, puis après d'un long temps de réponse. Donc on a quand même beaucoup usé et abusé. Donc c'était extrêmement gentil, sympathique et agréable, je dois dire. Et un vrai plaisir prendre le temps de discuter. Avoir répondu ou peut-être avoir trop parlé et pas assez écouté, mais voilà, il y a tellement de questions sur lesquelles Non, mais c'est le jeu du séminaire conflit, c'est de prendre le temps de discuter et de s'étendre. Donc merci beaucoup. Merci voilà. Pierre, à très bientôt. Et puis à tout le monde, à très bientôt également pour nos prochains séminaires. Donc à la fiche des prochains séminaires, Caroline Stam et Pierre Guy Bintif. Donc on en reparlera, vous serez avertis par les réseaux sociaux et par notre newsletter. Donc merci beaucoup. Voilà. Au revoir et merci beaucoup Pierre surtout. Au revoir.